Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler d'une question qui nous interpelle tous, c'est les grandes entreprises. Quand elles recrutent, est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué? On pense toujours qu'avoir une grande enseigne, ça simplifie le recrutement et ça facilite la tâche, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Et pour parler du sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Benoît Thieb. Salut Benoît, comment ça va? Salut Nico, ça va très bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes et nous expliquer pourquoi tu es la personne idoine pour parler de ce sujet? Je ne sais pas si je suis la personne idoine. D'ailleurs, si tu es la personne idoine, je demande à ChatGPT ce que veut dire idoine. Non, Benoît, en quelques mots, je suis directeur marque employeur et recrutement pour Ikea France depuis 2 ans et demi maintenant. 7 ans chez Ikea, parcours retail d'abord en magasin, puis après en siège sur la partie contrôle de gestion. Et donc depuis 2 ans et demi sur la fonction. Et avant, j'ai une autre vie dans une autre boîte où il y a du bleu. Decathlon pendant presque 10 ans. Decathlon, Ikea, 2 grosses marques, 2 grosses entités qui sont censées être hyper attractives de facto parce que c'est des marques sur lesquelles on va toujours en fait, qui sont quand même hyper bien identifiées auprès de tout le monde. Et donc c'est pour ça que je suis super content de t'accueillir parce que c'est vraiment un sujet, moi, qui m'interpelle toujours, si tu préfères. C'est-à-dire de voir des grosses marques comme ça, on se dit, et quand tu es une petite entreprise, tu te dis, ouais, mais les gros, ils recrutent beaucoup, mais au final, c'est super simple pour eux. Ils n'ont rien besoin de faire parce que ça vient tout seul. Alors, on va se poser la question pendant tout le podcast, à savoir le pourquoi du comment. Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qui peuvent être intéressantes chez les petits que vous prenez? Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qui peuvent être hyper intéressantes que vous faites, que les plus petits ne font pas et qui pourraient faire? Alors, on va commencer tout de suite et je regarde mes petites notes parce qu'on a quand même préparé un petit peu le sujet. On a essayé. On parle souvent de guerre des talents. Ouais. Est-ce que pour toi, le thème aujourd'hui, il est approprié? Est-ce que tu es vraiment en mode guerre des talents aussi quand tu es une grande entreprise? Ou est-ce que c'est un sujet qui vous atteint pas du tout? Non, je pense qu'on est tous concernés. Les chiffres sont là aussi pour un peu appuyer le truc. C'est-à-dire que quand tu as à peu près 7% de chômage, et donc un chômage très très faible, c'est le candidat qui va avoir plus le choix. Donc forcément, en tant qu'entreprise, on n'a pas le même rapport avec le candidat. On a tous envie en ce moment, je trouve, de parler de la marque employeur, même si ce n'est pas une notion qui est archi nouvelle, mais toutes les entreprises commencent à construire leur marque employeur, travailler sur leur EVP, etc. Et puis on a des secteurs qui sont où il y a de la demande. Chez Ikea, c'est principalement la logistique, la restauration, la vente est en demande, mais ça va. Et après, on n'est pas touché sur la digitalisation, sur tout ce qui est tech, où certaines entreprises, elles, le sont réellement. Mais oui, il y a cette perspective entreprise, candidat qui se projette face à nous, cette compétition dont je parlais. Et guerre est un mot fort. C'est un mot fort, mais on a un impact financier derrière qui est souvent négligé. Si j'arrive pas à pouvoir mon poste, derrière, j'ai un impact sur ma productivité ou en tout cas sur un impact sur l'activité qui est directe et donc financière. Mais c'est un mot fort, mais au final, c'est une réalité, parce qu'on sait qu'il y a plein de métiers dans lesquels c'est compliqué. On sait qu'il y a gavé de boîtes qui galèrent justement sur des métiers de logistique. On a l'impression que c'est pas le cas, mais en fait, c'est réellement le cas. Il y a des métiers de logistique qui sont très compliqués aujourd'hui à pourvoir, des métiers de commerciaux qui sont très compliqués à pourvoir sur des commerciaux de qualité. Tu vois, tu dis que c'est des métiers que vous avez, des métiers de vendeurs qui sont assez compliqués à pourvoir sur des personnes de qualité. Est-ce que vous êtes touché, en fait, justement, par cette pénurie, vous, ou est-ce que vous avez, comme on pourrait le percevoir au départ, en fait, pléthore de talents qui arrivent chez vous, et au final, vous avez juste à piocher? Non, c'est une très bonne question, et on est touché. Je poserai que des très bonnes questions, t'inquiète pas. Ça devrait aller. Non, sur la logistique, si je prends cet exemple, et pour apporter du concret, j'étais encore hier en discussion avec la directrice de l'unité de Saint-Quentin-Fallavier. Bassin hyper compliqué, plus grosse plateforme logistique d'Europe. Et oui, on est attractif en tant qu'IKEA parce qu'il y a cette marque commerciale qui est très forte. On a une part de marché qui est quand même assise sur le pays. Et néanmoins, c'est pas ça qui va nous faire venir les logisticiens de façon innée. Parce que il n'y a pas que cette image-là qui va rencontrer le candidat. Il y a aussi ce qu'on va proposer en termes de salaire, ce qu'on va proposer en termes de conditions de travail, plein de choses. Et ça, il faut savoir aussi le dire.
au-delà de la marque. On parlait de Decathlon, on parlait d'IKEA, on pourrait faire la même chose sur Leroy Merlin. C'est concrètement, ça veut dire quoi de travailler chez IKEA, quoi. Est-ce que les gens qui viennent chez toi, tu as l'impression qu'ils ont une fausse image de ce que vous êtes, de ce que vous représentez? Est-ce que, en gros, tu as l'impression que les gens viennent en se disant ça va être la méga teuf de bosser chez Ikea parce que ça va être trop cool, parce que l'environnement est hyper bien, parce que c'est une grosse boîte donc on va être super bien payé, parce que ci et ça. Et donc, est-ce que tu as ce côté aussi de finalement des talents qui arrivent mais que tu vas pas pouvoir recruter parce qu'ils s'imaginent des choses qu'au final tu peux pas leur donner? La guerre des talents, c'est deux autres choses dont on n'a pas parlé. C'est aussi comment tu arrives à trouver le bon profil. Et on parle de pénurie, mais à l'inverse, et paradoxalement, il y a certains bassins, certains métiers où on a pléthore de candidats avec une qualité qui est peut-être un peu plus faible. Et après, il y a aussi la question de rétention. Ce que tu dis, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les candidats ne savent pas ce que c'est chez Ikea, travailler chez Ikea. Si tu poses la question dans la rue de Ikea en tant qu'employeur, ça vous évoque quoi? La réponse majoritaire va être « je ne sais pas ». Contrairement à peut-être un Decat, où dans les dîners, moi quand je bossais chez Decat, je disais « je bosse chez Decat, ça a l'air cool de travailler, les vendeurs, ils sont super sympas ». Nous, c'est plutôt obscur et on va plutôt te parler du produit. Donc, il va y avoir un effet plutôt d'étonnement, mais positif quand tu arrives, parce qu'on fait plein de choses qui sont super, dont on parle, on commence à en parler, etc., mais pas assez par rapport à tout ce qu'on met en place, notamment sur la diversité, l'inclusion, l'accompagnement des collaborateurs, les parcours. Et donc, c'est plutôt un bon effet qui arrive, mais il faut arriver à tirer le candidat d'abord, quoi. Et du coup, vous pâtissez un petit peu de votre image business au final. Enfin, t'empathies pas, mais elle prend aujourd'hui le dessus sur l'image employeur, donc c'est aussi quelque chose qui est un peu compliqué. On pourrait se dire aussi pour les grandes entreprises, c'est quelque chose qui est compliqué parce que comme tu es une grande entreprise B2C, c'est-à-dire qu'au final, ta cible client, c'est aussi ta cible candidat. Donc c'est assez compliqué de gérer les deux. Comment tu fais justement pour un petit peu gérer ces deux aspects-là et pas te faire tout manger par ton B2C, par ton business en tant que tel? Non, tu as raison. Je pense que quasi 100% de nos candidats sont des clients. Quand tu as on parle de top of mind chez Ikea, je pense qu'on est vraiment dans le top of mind. Donc, et pour moi, c'est pas faire l'un ou l'autre, c'est comment on s'assoit avec les équipes marketing, comment on s'assoit avec les équipes communication interne, externe, pour faire les deux et comment on surfe sur la notoriété qu'on a sur la marque commerciale pour en faire bénéficier la marque employeur. Au global, il n'y a qu'une marque, c'est Ikea, pas une marque commerciale, une marque employeur. Donc ça, c'est le travail qu'on fait actuellement. On est aidé par des agences sur nous aider à trouver le fil rouge et savoir... moi, j'ai mon idée d'IKEA, on va avoir tous un peu notre idée parce que c'est aussi ça, c'est être toi-même, c'est des parcours qui sont très variés. Et il y a beaucoup d'émotions aussi dans cette entreprise parce que tu t'attaches très très vite. Il y a une culture d'entreprise qui est très forte, des valeurs qui sont très fortes. Et donc chacun a un peu sa version. Donc l'idée, c'est de se faire accompagner là-dessus et de pouvoir construire un message qui soit totalement homogène commercialement et professionnellement. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour attirer les talents? Ça m'intrigue, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que in fine, ce que tu nous dis, c'est que la guerre des talents, elle existe chez Ikea. Vous n'êtes pas non plus attractif outre mesure par rapport à ça. Vous avez aussi beaucoup de recrutement. Tu es sur des problématiques qui sont les mêmes problématiques que tout le monde. C'est des problématiques géographiques sur des talents qui sont en pénurie, malheureusement, sur certains espaces. Sur une vision aussi qui n'est pas aujourd'hui très développée de Ikea en tant qu'employeur, même si vous bossez dessus. Alors, vous mettez quoi en place? Alors, ce qu'on a commencé à mettre en place... on parle souvent de marque employeur sur l'attractivité. On oublie ou on met souvent derrière la rétention. Nous, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire comment on travaille d'abord sur nos collaborateurs, sur la rétention, sur plein de choses. À la fois, comment on fait vivre la culture d'entreprise, comme j'en parlais, donc être soi-même, pouvoir être leader de ton parcours, c'est toi qui postules sur l'offre que tu veux dans le monde entier, en tant que collaborateur, sans passer par ton manager.
Donc il y a des choses comme ça sur le développement, sur... Ça veut dire qu'en gros, là, ce que tu dis, c'est que tu peux postuler, tu as un espace à l'intérieur de IKEA où n'importe qui, tu peux te créer ton parcours de carrière solo. Exactement. Là, si j'ai envie de postuler sur un poste aux États-Unis, j'ai juste appuyé sur le bouton. Ok, cool. Il Et y a beaucoup de mobilité interne comme ça? Ouais, beaucoup de mobilité interne, géographique. Je pense qu'on peut encore aller plus loin. Mais oui, il y a plein de... Et j'en suis un des exemples. J'en parlais juste avant. Je faisais du contrôle financier. Moi, je suis chez les RH. On a des gens qui ont commencé Caddyman, qui sont directeurs d'unité. On a plein de beaux parcours comme ça parce que les portes sont réellement ouvertes et que chacun est leader de son parcours. Okay. Après, il y a plein d'initiatives aussi sur l'égalité, la diversité et l'inclusion. On a un index égalité pro qui est à 100% depuis plusieurs années. Donc il y a des vraies choses en interne qui font qu'on essaye de travailler pour que les gens restent. Moi, mon but, c'est de recruter, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on ne recrute pas dans une passoire. Et après, sur l'attractivité, donc c'est toute la stratégie dont je parlais qu'on essaye de construire sur parler de ce qu'on fait, justement, mais d'en parler avec des preuves. Et de pas faire un peu de bullshit et de dire on fait ça, et puis tu arrives et justement tu as l'effet déceptif dont tu parlais. Ou, ah ouais. Et tu vois, un des exemples, c'est sur les seniors. On s'est dit, c'est quand même une population sur laquelle il faut qu'on travaille. La priorité pour nous, ça a été de travailler sur le maintien dans l'emploi. Et donc là, c'était le focus de l'année dernière. On va déployer des choses là-dessus, sur l'accompagnement de nos seniors ou des gens qui sont au-delà de 45-50 ans. Avant de se dire comment on fait une grosse campagne d'attractivité pour cette population-là. Déjà, tu viens de me planter. Des seniors au-delà de 45-50 ans, c'est mort. Désolé. Mais franchement, tu m'as tué. Oh là là, c'est atroce. Je suis déprimé. J'ai déjà des poils blancs, mais là, tu m'as tué. Mais tu as plein de choses à apporter en tant que senior. Oui, c'est gentil. Politique de rétention, je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper pertinent dans une période de guerre des talents parce qu'effectivement, les meilleurs recrutements sont ceux que tu n'as pas à faire. Donc, on est bien d'accord. Et quand tu as des talents, il faut tout faire pour les conserver. Et je suis d'accord avec toi sur ce côté senior, c'est assez intéressant de maintien d'emploi et surtout de les accompagner à apporter du transfert de compétences, à apporter vraiment du transfert d'expérience qui va justement aussi contribuer à atténuer cette guerre des talents parce qu'eux-mêmes vont réussir à créer de nouveaux talents en interne. Tu as des personnes qui arrivent avec un niveau d'expertise peut-être pas énorme, mais qui ont arrivé avec une bonne volonté, que tu formes, que tu fais progresser, que tu fais développer en termes de compétences en interne, ça devient des talents. Ça devient des vrais talents et ça devient tes talents à toi. Et comme c'est toi qui les as formés et que tu as bien bossé ta rétention, là, c'est plutôt assez cool. En termes d'attractivité, il y a des choses que vous faites particulières par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as pris d'autres boîtes? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as repris de Decathlon ou de boîtes un peu plus petites? Non, sur l'attractivité, on est là sur les 2 dernières années, on était plus sur des tests, notamment sur qu'est-ce qu'on fait sur les nouveaux réseaux sociaux, sur TikTok, donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière sur la campagne alternance. La chose qu'on fait, je pense, très bien, c'est les témoignages métiers. On vient filmer un collaborateur qui explique ce qu'est son métier, avec encore une fois une utilité, pas que pour l'externe, mais aussi pour l'interne. 360 métiers chez IKEA France. Je ne suis pas sûr que le vendeur temps partiel qui travaille à Évry le week-end sache ce que c'est de travailler en entrepôt et d'avoir une perspective aussi large de tous les métiers. Donc, notre idée, c'est d'abord de tourner ça sur comment on communique sur l'interne avec derrière une utilité externe. Mais ouais, les témoignages métiers, c'est je pense notre plus grosse réussite. Et on vient les ajouter à chaque offre d'emploi dès lors qu'on a la vidéo qui est correspondante, pour pouvoir ajouter un peu d'humanité dans cette offre d'emploi qui est parfois perfectible. Tu as réussi à trouver des nouveaux canaux, des trucs un petit peu différenciants, au-delà de TikTok, vous avez commencé à aller sur d'autres trucs, type du Twitch, des choses comme ça, ou c'est encore à venir? Pas encore. Je pense qu'on a... Ingvar Kamprad, le fondateur, disait que le meilleur est à venir. Je pense qu'on est devant et l'important, c'est d'être en chemin. Comment il s'appelle, le fondateur? Ingvar Kamprad. Ah ouais, putain, c'est vrai. C'est le I et le K de IKEA. Ok, tu vois, cool. Et d'ailleurs, là, je fais juste la parenthèse. Vous parlez tous suédois en interne? Sûr. C'est une obligation pour rentrer. Ça ne veut rien dire. Ok, est-ce qu'il y a des trucs que tu penses aujourd'hui pour être attractif en termes de guerre des talents
que les petites entreprises ont et qui servent aujourd'hui, en fait, enfin, qui font, entre guillemets, défaut plutôt aux grandes entreprises pour lesquelles... Parce que tu sais, on fait souvent ce distinguo, tu vois, les candidats font souvent ce distinguo. Est-ce que je vais dans une grosse boîte, est-ce que je vais dans une petite boîte ? C'est quoi le point positif, c'est quoi le point négatif ? Moi, j'ai toujours du mal un petit peu à comprendre les points positifs enfin, j'ai toujours du mal à faire vraiment le distinguo entre les points positifs et négatifs d'une grande boîte et d'une petite boîte, si ce n'est la proximité. Mais la proximité, je pense que dans une grosse boîte, ça peut se créer aussi, tu vois. Bien évidemment, dans une petite boîte, tu as d'autres points qui est la mobilité dont tu parles, qui sont des points un petit peu plus négatifs. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses que tu peux prendre et qui peuvent te servir aujourd'hui et donc desquelles on pourrait dire, ben voilà, vous voyez, vous êtes une petite boîte, mais vous n'avez rien à envier aux gros parce que c'est eux qui vous envient sur ce point-là. Ouais, on pense souvent grosse boîte, gros budget, gros moyens, grosses ressources pour construire la communication, construire le parcours, etc. Et je pense que c'est un fait, c'est plus facile sur ça. Pour moi, le gros avantage des petites entreprises, c'est l'agilité, c'est l'adaptabilité, la personnalisation, tant du parcours candidat que de la communication, et cette facilité peut-être plus accrue à tester de nouvelles choses, parce que tu as des process qui sont moins lourds, des process de décision qui sont moins lourds, avec moins de personnes à impliquer. Donc plus facile de se réinventer et d'innover. Et je pense que c'est une vraie attente des candidats sur l'innovation, sur être agile, avoir de l'impact. Il y a une étude Top Employer qui est tombée il n'y a pas longtemps où une des attentes des candidats est sur avoir une visibilité des actions que je prends au quotidien et voir le résultat. Et je pense que dans les petites entreprises, parce que l'échelle n'est pas la même, tu as plus vite fait de voir l'action que tu as mis en place et de voir le résultat. Comme quand tu es dans un petit magasin et d'un grand magasin d'une même enseigne, c'est plus facile de voir si ça marche ou si ça ne marche pas en mettant en place quelque chose. Et ça, c'est des trucs que vous pouvez faire, que tu envisages de faire, de travailler justement ce côté visibilité des actions, ce côté... alors, agilité, je pense que c'est compliqué, parce que l'agilité, malheureusement, c'est toujours pareil. Hein, c'est quand tu bosses sur un sujet pour Ikea, voilà, comme tu le dis, tu bosses pour l'ensemble de l'enseigne, parce que toi, tu bosses pour Ikea France, donc tu bosses pour l'ensemble de l'enseigne, et je pense qu'elle doit avoir... Enfin, t'es obligé d'avoir une cohérence avec tout le monde, donc forcément, cette agilité, c'est un peu plus compliqué pour tester des choses. Par contre, il y a peut-être des choses à faire en termes de proximité, en termes justement de projection sur le travail qui est fait. Il y a des choses qui sont faisables, non ? Oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont faisables, surtout dans une entreprise comme la nôtre, où la culture de l'innovation, de se renouveler, on a une valeur qui s'appelle... qui est sur se renouveler. On a une valeur sur la prise de responsabilité, on a des valeurs sur ensemble. Et ça, je pense que c'est un terreau qui est totalement favorable à ces choses-là. Après, c'est comment on arrive à naviguer entre grosses entreprises et, il ne faut pas se le cacher, on a aussi chez nous des process qui sont parfois lourds, mais on a ce terreau favorable. Donc, comment on vient personnaliser, comment on rend aussi le collaborateur leader de son parcours, j'en parlais juste avant, et lui laisser la possibilité de se tromper, comment tu cultives aussi ce droit à l'erreur, presque ce devoir de se tromper, parce que si tu te trompes, c'est que tu as essayé, quoi. Et du coup, tu parlais de moyens. Vous avez beaucoup de moyens ? Parce que c'est aussi la question qu'on se pose souvent, c'est que est-ce que vous avez vraiment beaucoup de moyens ? Mais alors, je vais te la poser peut-être différemment, parce que la question de départ, c'était est-ce que les entreprises ont plus de moyens ? Est-ce que c'est plus facile pour elles ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Parce qu'on a l'impression que les grosses entreprises, elles peuvent dépenser énormément d'argent. Mais je vais te poser la question différemment, c'est est-ce que tu as des moyens et combien de personnes tu recrutes ? Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que, tu peux avoir beaucoup de moyens, mais si tu as 4000 personnes à recruter dans l'année, il y a un moment donné, tu es obligé de les avoir. Et finalement, les ressources que tu mets en face par rapport au nombre de recrutements, est-ce que tu es au final aussi élevé ou moins élevé ou plus élevé qu'une petite entreprise ? Je ne sais pas. Donc, c'est une question qui m'intrigue un peu. Ouais, tu as des grandes disparités, hein, ne serait-ce que sur la taille des entreprises. Hein, et on en parlait en off juste avant. On a un collectif où on peut échanger. On est 160 personnes à pouvoir échanger sur nos problématiques de différentes entreprises. Et tu t'aperçois que ne serait-ce que sur les budgets de communication, on passe vraiment du tout au tout sur l'investissement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai les moyens de mes ambitions sur la partie recrutement ? Oui, j'ai une vingtaine de recruteurs qui assurent la présélection de tous les candidats, donc que ce soit
de l'employé jusqu'au cadre dirigeant de l'entreprise. Donc j'ai ces moyens-là. Après, c'est la question de plutôt sur la marque employeur, est-ce qu'on peut mettre en place une communication? Là, c'est comment je viens convaincre mes équipes en interne et mes partenaires sur le marketing, la communication. Et c'est aussi bien d'avoir ce challenge-là interne, de se dire, OK, t'es gentil, tu veux du budget. Par contre, quel message tu veux passer? Est-ce qu'on a les moyens? J'ai envie de te dire, oui, sur les faits, on a les moyens. C'est comment on vient vraiment allouer le budget qu'il faut par rapport à ce qu'on veut faire, quoi. Tu fais combien de recrutements par an en ce moment? L'année dernière, là on vient de clôturer l'année fiscale, on est à 3700, 3800 recrutements externes avec 1000-1200 changements en interne. Ouais, donc au final, tu as à peu près 5000 mobilités. Quoi. C'est monstrueux. Enfin, ça commence à devenir énorme. Là, tu vois le rapport aussi, il est important. C'est-à-dire que tu dis que tu as 20 recruteurs qui bossent sur 5000 mobilités. Tu fais le ratio, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, tu es à 200, ouais, c'est ça, à peu près 250 recrutements mobilité par recruteur. Ça commence à faire beaucoup quand même par an. Tu vois, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, in fine, oui, tu as des moyens. Mais heureusement que tu as les moyens parce que c'est à mettre en rapport avec ce que vous faites derrière, quoi. Et je pense que, bon, tu vas pas nous dire le budget que tu dépenses en marque employeur ou quoi. Mais je pense que c'est pareil. Pour 5000 recrutements, enfin, voilà, ton budget, il doit être conséquent, mais il ne doit pas non plus être ultra exorbitant par rapport à la masse de candidats que tu recrutes. Non, il est pas exorbitant. Moi, j'aimerais bien avoir plus. Je pense qu'on veut tous avoir plus. Hein. Et après, tu as ce budget marque employeur sur la communication, mais il ne faut pas obliger notre budget aussi sur les job boards et la visibilité que tu as, sur du sourcing passif, mais aussi ce que tu mets sur du sourcing actif. Et après, sur le nombre de recrutements par recruteur, là où on peut apporter peut-être un peu de nuance, c'est sur la typologie des métiers. Aujourd'hui, moi, je recrute dans 80% du temps de l'employé logistique, de l'employé relation client, du vendeur, qui demande assez peu de qualifications, contrairement peut-être à d'autres boîtes. Et on parlait de taille de boîte, et une start-up dans la tech va peut-être chercher un profil qui demande plus de temps, plus d'entretien, et donc un rapport au temps de candidature et au temps de recrutement qui est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des sujets sur lesquels tu sais, enfin des profils sur lesquels tu sais que par rapport aux petites boîtes ou aux boîtes moyennes, de toute façon, tu vas galérer à les recruter parce qu'au final, c'est des personnes qui préféreront aller dans des structures qui sont un petit peu plus à taille humaine, entre guillemets. Marketing digital, ça peut. Après, jusque-là, on n'a pas trop galéré, mais c'est une boîte sur. On a une image qui va être attractive, et pour autant, je pense que. On a un turnover qui est un peu plus élevé. Et après, tu as beaucoup de métiers qui sont méconnus. Si je prends l'échelle d'un magasin, on a des entrepôts déjà. Donc, se dire, Ikea, c'est des entrepôts aussi. Donc, tous les métiers de la logistique, il faut qu'on assure de la visibilité là-dessus. Mais en magasin, on a aussi des restaurants, on a des archis d'intérieur, on a des visual merchandisers. Et ça, c'est des métiers où, tant que tu n'es pas dans un Ikea, tu ne viens pas forcément y songer. Donc l'idée, c'est, je parlais de top of mind tout à l'heure, c'est plutôt de se dire, j'explique l'ensemble et le panel des métiers qu'on a chez nous pour que le jour où quelqu'un recherche, instantanément, il vienne se dire, je sais que chez Ikea, il y a ce métier aussi qui est disponible. Et au final, ça doit être quand même quelque chose qui est assez compliqué parce que, mine de rien, tu le parlais tout à l'heure, 360 métiers, c'est énorme. Donc, tu ne peux pas montrer tout. Et donc, au final, tu as une boîte qui est plus petite, qui est plus segmentée, qui va faire justement... qui va recruter régulièrement ce type de profil, va être plus visible sur justement ce type de recrutement et va avoir l'avantage sur toi par rapport à juste cette dimension à se projeter dans le métier en tant que tel. Donc ça reste quand même un avantage potentiel par rapport, comme tu dis, à certains métiers, par rapport à cette dimension tentaculaire des différents jobs que vous pouvez proposer qui peut être assez compliqué, quoi. Ouais, complètement. Et l'échange est est différent aussi, tu vois. Si tu postules dans une grosse boîte, tu vas vite avoir d'abord affaire à un recruteur, puis au manager, puis dans une petite boîte, tu vas, je pense, plus vite avoir accès au manager et avec peut-être même des collègues. Donc c'est aussi nous ce qu'on essaye d'apporter dans notre parcours, d'être une grosse boîte
mais avec un esprit de start-up, en se disant, bah voilà, peut-être que dans le parcours candidat, il peut avoir un échange avec un de ses futurs collègues, ou ce type d'initiative pour se rapprocher justement et perdre la peur qu'on peut avoir de la grosse entreprise, quoi. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que vous êtes en mesure, tu vois, en tant que grande entreprise, vous êtes en mesure d'apporter... Il y a 3 aspects sur les attentes des candidats, des collaborateurs. Les 3 aspects principaux, c'est le salaire, c'est l'équilibre vie pro-perso et c'est le sens au travail. Alors, on a le salaire, après c'est pareil, ça, tu le fais pas. Normalement, quand tu es une grande entreprise, logiquement, tu es censé avoir des avantages qui sont quand même meilleurs que les moyennes boîtes, même si les salaires sont pas forcément plus importants, les avantages sont là, donc ça c'est une réalité. Le sens, on en a parlé, c'est plus simple pour une petite entreprise de travailler sur le sens parce que tu projettes plus facilement ce que tu fais au quotidien, donc tu as une dimension de ton job qui est plus concrète que ce que tu as chez toi. Donc on va dire, si on prend ces 2 points, il y en a un pour toi, un pour les grosses boîtes, un plus pour les moyennes. Sur l'équilibre vie pro, vie perso, est-ce qu'au final, vous êtes capable aujourd'hui, alors c'est ce que tu as dit, hein, vous avez mis en place plein de choses et tout, c'est hyper intéressant, mais est-ce que vous êtes capable de faire ce qui se demande de plus en plus par les candidats, c'est-à-dire de la personnalisation ? Ce qui est beaucoup plus faisable dans les petites et moyennes entreprises que généralement dans les grosses, parce qu'on le sait, les candidats et les talents, en fait, vont avoir des moments de vie qui vont être différents. Tu arrives dans une boîte, tu es jeune, tu viens d'avoir ton diplôme, tu as certains besoins, tu commences à grandir, tu vas devenir parent, tu as d'autres besoins, tu deviens senior, encore une fois, tu as d'autres besoins. Et c'est une adaptabilité, c'est une adaptation de ton rapport à l'entreprise, de ton rapport à l'équilibre vie pro-vie perso qui est différent. Comment tu fais pour gérer cette partie-là ? Je pense que le maître mot, c'est la flexibilité. On parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Pour moi, je ne suis pas sûr que tout le monde veuille passer à la semaine de 4 jours. Et plutôt de se dire, comment je laisse la possibilité de s'adapter. Peut-être qu'une semaine, j'ai envie de travailler 4 jours, et peut-être que la semaine d'après, j'ai envie de travailler 6 jours. Nous, on travaille sur la planification participative. On n'a pas déployé à 100% des unités, si je ne dis pas de bêtises, mais on a bien avancé sur ce sujet depuis 2 ans. L'idée étant que le manager, avec les équipes de planification, vienne renseigner des créneaux. Et après, le collaborateur, lui, vient se positionner dans ces créneaux en fonction aussi de lui comment ça pourrait l'arranger. Et la flexibilité, c'est aussi en rapport avec une de nos valeurs qui est prendre soin des personnes et de la planète. C'est comment je suis aussi compréhensif en tant que manager des contraintes et de l'aspect vie perso parfois du collaborateur qui peut avoir un rendez-vous de dernière minute pour sa santé, etc. Et, je pense que tout le monde, toute entreprise vont dire oui, on écoute notre collaborateur, on essaye de s'adapter. Chez IKEA, c'est vraiment une réalité d'écouter et de s'adapter et de prendre soin d'abord du collaborateur pour après soigner la productivité, mais dans le bon sens de la productivité, quoi. Vous avez réussi à recréer des mini-structures en fait, de proximité en interne. C'est vraiment quelque chose que vous avez réussi à faire. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est cool, parce que mine de rien, je pense que c'est vraiment un des points très positifs à prendre des moyennes entreprises à intégrer aux grosses, mais qui n'est pas nécessairement facile, parce que, encore une fois, quand tu as beaucoup de personnes, réussir à recréer ces petits silos en fait, de proximité dans une grosse boîte, c'est pas forcément simple à faire, parce qu'il faut que ça reste très proche, mais encore une fois, intégré dans un système plus global, donc aussi très productif. Donc c'est vraiment une articulation qui est pas simple. En tous les cas, si ça marche, c'est une bonne chose. On le voit, donc c'est ce qu'on a dit, tu vois, c'est aujourd'hui, les grosses entreprises sont quand même assez attractives, même s'il y a quand même une guerre des talents qui s'installe, quelle qu'elle soit, enfin, quoi qu'on en dise, tu vois. Donc, tu as quand même ces problématiques, encore une fois, de localisation géographique, de talents de pénurie, ainsi de suite. Tu as des points positifs en termes d'avantages salariaux, tu as des points un petit peu plus négatif, entre guillemets, en termes de sens au travail, de projection. Tu as un point qui peut se transmettre, qui est le côté proximité dont on en a parlé, sens, équilibre vie pro, vie perso et tout. Comment tu vois un peu l'avenir de ce combat, de cette guerre des talents entre grosses et petites entreprises ? On a l'impression, tu vois, qu'il y a certains secteurs dans lesquels il y a eu... les grosses boîtes ont un peu phagocyté, tu vois, les talents, dans le sens où les meilleurs, ils partent.
tu vois. On sait que dans le TP ou dans le BTP, on sait que les meilleurs dans des postes un petit peu cadres, un petit peu élevés, vont aller chez les grosses boîtes parce qu'elles sont en mesure de leur proposer certaines choses. Et pour les petites, ça va être tout de suite un peu plus compliqué. Il y a des secteurs comme ça dont c'est le cas. Est-ce que tu penses que ça va s'accentuer, que les grosses boîtes vont réussir justement à prendre tout ce qu'il y a de bien des petites et donc du coup à devenir des voies royales pour les collabs, pour les candidats, pour la majeure partie des candidats, ou est-ce que tu penses que les petites boîtes auront quand même encore leur mot à dire dans l'avenir? Non, je pense que les petites boîtes ont encore leur mot à dire et à surfer sur ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, sur l'agilité, sur la capacité à personnaliser tant le parcours de recrutement, mais que le parcours collaborateur par la suite, de pouvoir s'adapter aux demandes et à cette flexibilité du collaborateur. Là où les grandes boîtes, elles vont pouvoir jouer sur leur force d'investissement, tant humain que financier. Il y a des enjeux de digitalisation, des enjeux d'innovation, où le candidat et le collaborateur vont aussi être très dans l'expectative de voir ce que donne une boîte. On parle beaucoup de l'IA ces dernières années. Et si on élargit, c'est plutôt la digitalisation. Et je pense que c'est un enjeu aussi où chaque candidat, chaque collaborateur regarde un peu ce que fait l'entreprise. Est-ce qu'elle reste dans l'air du temps ou est-ce qu'elle stagne et au final n'innove pas et n'évolue pas avec le monde qui change à une vitesse qui est phénoménale. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a une dimension que je n'avais pas perçue et que je perçois. Est-ce que les candidats ne se poseraient pas la question à savoir, est-ce que ce n'est pas dangereux d'aller dans une grosse boîte étant donné que la surdigitalisation, l'intelligence artificielle qui arrive, va faire que potentiellement les grosses boîtes, ton job dans une grosse boîte sera peut-être plus à risque d'être maintenu demain par rapport à toutes ces évolutions. C'est un truc dont je ne me suis pas posé la question, mais c'est peut-être aussi une réflexion que les candidats se font au final. Ouais, il y a peut-être ça. Tu sais, quand tu vois tous les Amazon, les trucs comme ça et tout, qui ont recruté à tour de bras et qui aujourd'hui, en fait, se disent, écoute, on vire tout le monde, tu peux te dire, au moins, si je vais dans une petite boîte, normalement, mon poste, il va être maintenu parce que les gens, ils ont besoin de moi. Tandis que si jamais je vais dans une grotte, il y aura une tendance un petit peu plus forte au bénéfice, au résultat, à la productivité et tout ça. Je vais peut-être me faire zapper plus rapidement que prévu, quoi. Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les grandes entreprises d'avoir cette capacité d'investissement, malgré tout d'avoir des process lourds, donc que ce mouvement soit plus long que des petites entreprises, mais aussi de surfer sur leur culture et leurs valeurs, qui sont généralement plus ancrées qu'une petite. Mais par contre, la petite peut vraiment la faire vivre. Donc je pense que cette guerre, elle va être passionnante et elle est passionnante parce que chacun, grandes et petites entreprises, ont des faire-valoir qui sont totalement OK avec les attentes des candidats. Et je pense que le cocktail gagnant, c'est l'entreprise qui arrivera à être agile, proche de ses collaborateurs, avec une culture d'entreprise forte, qui proposera des parcours diversifiés et qui sont réels, et surtout transparentes. On en parlait tout à l'heure sur les offres d'emploi, sur qu'est-ce que nos candidats, quand ils arrivent chez IKEA, découvrent. Je pense que le maître mot, c'est la transparence, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, tant en interne qu'en externe, sur la communication, pour pas qu'il y ait à la fois de déception, mais aussi de cette marque employeur négative. Globalement, moi, je peux communiquer sur n'importe quoi si c'est pas le cas dans la réalité. On sait avec les avis candidats, les avis collaborateurs aujourd'hui, qui sont une vraie réalité, que tu peux vite te faire rattraper par la patrouille de mais en fait, ce qu'ils disent, c'est totalement bullshit, quoi. C'est sûr que la transparence, et c'est peut-être aussi un point un petit peu plus compliqué chez les grosses entreprises, c'est que cette transparence aujourd'hui, elle est ultra importante. Et comme tu es une grosse boîte, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser tous les avis des collaborateurs. Et malheureusement, en plus, on le sait, c'est comme quand tu vas au resto, hein, tu es beaucoup plus enclin à aller mettre un avis quand ça va pas plutôt que quand ça va bien. Donc ça, c'est peut-être aussi un côté qui est un petit peu plus difficile de maîtriser justement sa notoriété post-candidature, post-collab, post-tout ça. C'est peut-être pas forcément facile et comme tu dis, ce côté négatif va être de plus en plus présent. Enfin,
le côté négatif va pas être de plus en plus présent, mais va être de plus en plus scruté, parce qu'on arrive sur une génération qui est encore plus que celle d'avant, s'informe, veut de l'authenticité, veut aller voir plus que ce que l'entreprise dit, ce que les collaborateurs, anciens collaborateurs en disent. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose qui peut faire défaut aux grosses boîtes. Ouais. C'est très drôle parce qu'on était en réunion là, pendant 2 jours avec tous les directeurs d'unité, directeurs de fonction, et on avait une présentation sur l'innovation et sur comment c'était avant. Et avant, c'était les entreprises qui parlaient aux consommateurs et qui disaient, voilà, mon produit, il a ça, et tu ne pouvais que le croire. Après sont venus les avis, etc. Et donc, plus ça va et plus on vient se conforter sur je veux m'acheter ce micro. Je vais d'abord regarder les avis des gens qui l'ont acheté avant de regarder presque même les capacités techniques du truc et de ce que me dit le fournisseur, qui peut être très vrai. Mais je vais croire le consommateur parce qu'il a été dans la position. Et il comprend et il vit mon besoin. Donc là, les collaborateurs, c'est pareil. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur les témoignages métiers de la voix du collaborateur. On essaye que ce soit le moins scripté possible et que ce soit vraiment le collaborateur qui parle de son métier, parce qu'il va aussi utiliser des termes qui sont simples, qui vont parler au candidat ou alors au collaborateur qui est déjà en interne. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut qu'il explique la réalité, les points positifs, les points négatifs. Il faut que le collaborateur puisse avoir la parole libre pour cliver la vision de son métier de manière à ce que les gens qui viennent sachent réellement ce qu'il en est. Au final, la guerre des talents restera la même. Je pense aussi, je suis comme toi, elle va continuer, elle va peut-être s'accentuer un peu parce que chacun va se jouer encore plus avec ses forces. Et comme il y a une ultra-information de plus en plus présente sur tous ces sujets-là, eh ben, les gros, ils vont s'informer, ils vont prendre, ils vont voir, ils vont jouer sur la proximité, comme tu dis, essayer de créer des îlots, voir sur leurs points faibles. Et les petits, aujourd'hui, ils sont aussi beaucoup plus... c'est beaucoup plus facile pour eux de jouer sur des aspects que les gros font. Aujourd'hui, toi, tu dis que vous avez beaucoup bossé sur TikTok, c'est très bien. Une petite boîte, aujourd'hui, elle peut très bien aller bosser sur TikTok. Elle n'a pas besoin de prod, elle a besoin de rien. Elle a juste besoin d'une stratégie qui soit établie, une personne qui fasse le contenu. Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin dessus. Le seul point que je vois négatif pour les boîtes un petit peu plus moyennes, c'est ce côté mobilité, ce côté carrière. Parce que voilà, quand tu es dans une boîte de 100, 150 personnes, au bout d'un moment, bah, écoute, ton chemin, tu peux pas aller beaucoup plus loin. Mais en même temps, tu as aussi cette dimension d'avoir du sens qui est quand même très importante et de voir que ton job, vraiment, au quotidien, tu vois le truc. Donc, des points positifs, des points négatifs, je pense que ça va s'accentuer. Mais pour moi, vraiment, le vrai défi de la guerre des talents, c'est réussir à faire ce match amoureux entre le bon candidat et la bonne personne plus qu'autre chose. Tu vas pas aller voler un talent au final à quelqu'un. Enfin, je pense que, je sais pas ce que tu en penses et je te laisserai la parole après, mais je pense qu'une moyenne boîte va pas aller voler un talent qui a envie d'aller dans une grosse boîte. Il faut plutôt qu'il se focus en fait sur son talent et qu'il aille chercher la personne qui ne connaît pas sa boîte et qui pourrait se dire bah écoute, je sais pas trop, je vais aller dans une grosse boîte, alors qu'en fait, son match, c'est vraiment la petite boîte. Et inversement, tu vois, les grosses boîtes ont besoin d'aller chercher les personnes qui ont envie de venir chez elles et pas d'aller voler les talents qui ont plus de sens dans une boîte qui va être plus petite, qui va être plus à taille humaine en tant que telle, parce qu'au final, tu vas créer du turnover. Donc, je pense que plus de guerre des talents, il faut penser à guerre des matchs, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire pour matcher le mieux possible et pour aller faire comprendre aux personnes qui sont dans notre ADN bah, qu'on est là, qu'on existe. Je pense que c'est plutôt ça le jeu, d'où l'intérêt de ton job de marque employeur, quoi, clairement. C'est exactement ça, le matching, il est encore plus présent. Toutes les études diront qu'il y a quelques années, le rapport de force était différent, c'était l'entreprise qui choisissait et pas le candidat, et donc... Aujourd'hui, on sait que c'est même pas le candidat qui choisit versus l'entreprise, c'est vraiment du 50-50. Et comment, on fait souvent la comparaison avec les sites de rencontres, mais c'est un petit peu ça, c'est comment moi, entreprise, je vais te plaire et comment toi, candidat, tu vas me plaire. Pour moi, la transparence, elle est clé. Pour moi, un des challenges des entreprises, c'est aussi d'accepter de ne pas plaire à tout le monde et de se dire, oui, je n'irai pas parler à tout le monde. Mais je gagnerai du temps aussi sur le recrutement, parce que sinon, on n'a pas fini. Et après, le truc qu'il faut qu'on accepte, je pense, qu'on soit petit ou moyenne ou grande entreprise, c'est de se dire le parcours du collaborateur, la vie du collaborateur n'est plus la même qu'il y a quelques années, où bah, tu commençais une entreprise, tu rentrais à 16, 17 peut-être, et tu faisais toute ta carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, il va falloir accepter les parcours qui sont mouvants, travailler plutôt sur l'employabilité des collaborateurs,
travailler sur la compétence de ses collaborateurs, peut-être pour quelqu'un d'autre, parce qu'il va partir dans 2 ans, mais peut-être qu'il reviendra. Et accepter d'avoir un peu plus une vue d'avion de ce qu'est le bien-être de ces personnes et comment je le construis pour lui, avant de se dire, OK, mais qu'est-ce qui va me rapporter ? Parce que si tu as cette dimension-là, tu vas penser court terme. Il te le rapportera peut-être plus tard parce qu'il va partir. Et lui, c'est ta meilleure marque employeur parce qu'il va parler de toi après et il va te dire, voilà, ouais, je suis parti en bon terme. Comme moi, ce que je fais aujourd'hui chez Decat. Je parle de Decathlon très très bien aujourd'hui parce que je suis parti en bon terme. J'ai grandi avec cette entreprise. Je suis très content chez Ikea aujourd'hui. Mais je ne peux pas dire de mal aujourd'hui de l'entreprise qui m'a formé non plus. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était très cool. C'était un bon échange. En plus, je pense qu'on a bien montré aussi que voilà, c'était pas forcément simple pour les grosses entreprises de recruter, qu'il y avait des choses qui pouvaient être hyper intéressantes chez les petits comme chez les gros. Donc on n'a pas rendu jaloux normalement les moyennes entreprises. Ça devrait aller. Bien. Merci beaucoup Benoît. Merci à toutes Nico. et à tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut.